Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, dans l'émission Livre en série où on reçoit tout au long de l'année, au fur et à mesure des productions, des ouvrages qui sont sortis et qui parlent des séries, de leur conception, de comment on fait la série ou plus sur des phénomènes autour, comme on a pu faire avec Mélanie Bourda sur les fans par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'avoir à nouveau avec moi Pierre Langlais. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes donc critique série sur donc plusieurs supports, notamment bien sûr Télérama, mais aussi le Cercle Série sur Canal+. Et vous avez déjà écrit un ouvrage sur les séries. Vous revenez chez le même éditeur Armand Collin. Vous avez sorti cette année 2022, tout récemment, le livre Incarner une série, témoignages croisés et confidences des interprètes de plusieurs grandes séries. Alors on va pas tout spoiler tout de suite. C'est paru aux éditions Armand Collin. Alors peut-être Pierre, pour commencer cette idée-là, vous aviez travaillé là aussi, notamment autour des showrunners sur votre premier ouvrage. Alors cet ouvrage-là, il parle de quoi en fait? Incarner une série, on l'a peut-être bien compris, c'est surtout autour de ceux qui vont les jouer, donner corps à la série. Oui, alors j'avais commencé par ce livre qui s'appelle Créer une série, qui était, comme vous l'avez dit, sur les scénaristes, et plus particulièrement ceux qui créent les séries, qui sont d'ailleurs pas toujours uniquement scénaristes. Et en fait, mon intention et mon ambition de départ, c'était de poursuivre ce geste d'écriture qui était le mien, en prenant les principaux postes, si j'ose dire, du geste créatif et en leur donnant la parole. Puisqu'il s'agit pas vraiment de faire un livre d'entretien, mais de me baser sur des entretiens pour raconter, étape après étape, comment on fait une série, en fait, pour un scénariste, comment il invente ses personnages, comment il rencontre les acteurs, comment il travaille avec les réalisateurs, etc., dans le premier tome. Et là, dans le deuxième tome, en fait, on fait un contre-champ et on donne la parole aux acteurs en essayant de leur faire raconter à leur tour comment ils sont devenus acteurs, comment ils ont découvert le projet dont ils parlent, puisqu'à chaque fois, je m'appuie au maximum sur un exemple concret. Ça n'empêche pas de mentionner ici ou là d'autres séries pour lesquelles ils ont tourné, mais on s'appuie en général sur une œuvre et donc de les faire raconter, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue émotionnel, que d'un point de vue d'où ils en étaient dans leur carrière à ce moment-là, et donc au bout du compte d'accoucher d'un livre qui se lisent comme une forme de partage d'expérience de ces acteurs-là et qui peut-être, pour ceux qui sont auteurs ou futurs acteurs, avoir une forme de boîte à outils, d'éléments de réflexion sur ce que c'est que jouer dans une série. Oui, effectivement, on comprend bien aussi cette idée-là, cette idée que acteur de série, c'est un rôle à part entière. On a toujours eu, et je sais que ça vous fait bondir, Pierre, cette idée que la série, c'est une sous-production du cinéma. On n'est pas du tout ça. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que votre livre, en fait, son découpage, je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, mais en tout cas, on va partir de l'avant-série, de comment on se prépare à faire la série, puis vous allez décrire le processus de travail de l'acteur tout au long de la production de la série jusqu'après le tournage. Ça, c'est très intéressant dessus. On va y revenir. Alors, avant de commencer peut-être en détail, est-ce que vous pourriez nous présenter, par exemple, sur quels acteurs, quelques grands acteurs de série que l'on connaît avec certains personnages sur lesquels vous êtes appuyé? Oui, alors c'est ceux qui vont me venir à l'esprit. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Il y en a deux en particulier qui ont une place un peu spéciale en cette année 2022, et c'est le hasard qui leur a donné cette place, puisque leurs séries ont été annulées entre le moment où j'ai commencé à leur parler et la fin de nos entretiens. Et donc, en fait, j'ai pu discuter avec eux en direct de la disparition de leur série. C'est d'une part en France, Laurent Kéruzoré de Plus belle la vie, qui était peut-être l'intrus, comme dirait l'autre, quand on joue au jeu des 7 différences, parce qu'il est dans une série qui n'est peut-être pas, comme toutes les autres qui sont dans mon livre, considérée comme une œuvre majeure, qui pourtant en un sens l'est,
pour d'autres raisons peut-être que les autres. Et Michael Boatman de The Good Fight, qui vient de se terminer aux États-Unis et qui est lui aussi un acteur, de par cette série, mais aussi l'ensemble de sa carrière, qui m'a beaucoup touché. Après, il y a d'autres acteurs, hein, ils sont 13 au total. Alice Belaïdi d'Hippocrate, Amy Brennan de The Leftovers, qui est un peu c'est avec elle, en tout cas, qu'on rentre dans le récit, hein, qui est celle qui porte la narration. Un beau paradoxe, puisque son personnage est essentiellement muet pendant toute la première saison de The Leftovers, et donc ça a été très intéressant de discuter avec elle de la physicalité et de comment on pouvait faire exister un personnage sans même une ligne de dialogue. John Doman de The Wire, Bill Hader, qui a créé Barry, donc qui est aussi scénariste et réalisateur, donc qui se retrouve dans une position équivalente à celle de Michaela Cole dans mon premier bouquin, créer une série qui était la créatrice, mais aussi l'actrice principale et en partie réalisatrice de I May Destroy You. Et donc, finalement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont dans des dynamiques similaires, mais qu'on va raconter en changeant de perspective. C'est-à-dire que là, c'est la perspective de l'acteur qui prime. Et donc, on va discuter de ça. Voilà. Enfin, c'est quelques exemples, hein, parmi d'autres, parmi ces 13 qui ont accepté de me répondre très longuement. Oui, si on regarde sur la fin de votre ouvrage, vous citez les séries que vous avez mentionnées dans votre travail. On est à plus de 70 séries, hein, je crois. Et ce qui est intéressant aussi, vous l'avez dit, c'est que vous êtes intéressé, vous avez interviewé aussi, travaillé avec tous ces acteurs-là qui sont bien sûr des acteurs français. Hein. Je pense aussi, peut-être, on le voit sous la couverture, hein, avec Audrey Fleurot, hein, qu'on vient de voir donc, sur 2 séries TF1 HPI ou Les Combattantes, et des acteurs, vous l'avez dit, des acteurs majeurs de grandes séries de production américaine. Ça, c'est très intéressant aussi, ce travail-là que vous avez pu faire, parce que, est-ce que, peut-être en première question là-dessus, est-ce que vous voyez, vous, une vraie différence sur le travail, peut-être, entre le monde anglo-saxon et français, ou est-ce que on est sur la même idée par rapport à la série, je parle, Pierre? Alors, c'est finalement quelque chose qui était aussi présent dans le premier livre, sur les scénaristes, sur les créateurs, c'est que, évidemment, les industries sont assez différentes les unes des autres, et donc on va se retrouver à avoir des moments, notamment quand on parle d'argent, quand on parle de contrat, quand on parle de rythme de travail, de contraintes, etc., où les choses ne sont pas les mêmes. Mais finalement, et c'est pour ça, moi, que j'écris ces bouquins-là, c'est aussi pour aller questionner la part d'humain et la part purement artistique, détachée de toute contrainte, ce qui en soit peut être perçu comme absurde, hein, comme approche, mais moi, ça m'intéresse aussi de sortir un petit peu du cadre qui est celui dans lequel on peut assez facilement enfermer des interprètes. Au-delà de toutes ces différences, parce qu'évidemment, on ne fait pas les mêmes séries, on ne travaille pas de la même façon sur une comédie, sur un soap comme Plus belle la vie, un feuilleton quotidien, et sur une série comme Lost, par exemple, qui est Harold Perrineau de Lost, qui répond aussi à toutes mes questions et qui témoigne dans ce livre. Au final, quand même, qu'est-ce qu'être un acteur? La réponse est assez universelle. Évidemment, chacun a son approche, chacun a plus ou moins de mysticisme, plus ou moins de technique, mais au bout du compte, le chemin qui doit être effectué par le comédien, en particulier dans ce cadre qu'est la série, il y a beaucoup de choses qui se recroisent. Donc en fait, je pense que vous pouvez prendre des comédiens du 4 coins du monde, ils font partie de la même communauté et ils s'entendront. De comédiens de série, j'entends. Peut-être que la chose est un peu différente si on compare comédiens de cinéma, même si ça n'a pas de sens, puisqu'évidemment, plein d'acteurs qui jouent dans des séries jouent aussi au cinéma. Mais le travail qui est demandé est un peu différent, en particulier sur des séries au long cours. Évidemment, quand on parle d'acteurs qui ne font que des mini-séries, finalement, leur approche n'est pas vraiment énormément différente de celle d'un film. Mais moi, c'est ça qui me plaît assez. Et c'est d'ailleurs ce qui ressortait du premier livre et qui ressort à nouveau. Et j'ai eu un témoignage de Laurent Kérusoré, justement, qui a lu le bouquin et qui m'a dit c'est dingue parce qu'en fait, moi je croyais qu'à Plus belle la vie, finalement, on était dans un cadre assez exceptionnel et de fait, il l'était avec la quotidienneté, avec les tournages qui devaient aller très vite. Mais au bout du compte, l'émotion, l'engagement que ça représente de faire une série, etc., on n'est pas si différent des acteurs de Lost. Juste au quotidien, ça se vit un peu différemment. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et je pense que les séries ont besoin de respectabilité encore en France, malheureusement. Et j'espère que cet ouvrage, comme le premier, finalement, donne une forme de cohésion de l'art et fait comprendre que oui, il a ses spécificités et que ceux qui
qui sont dans ce cadre-là, ceux qui font des séries, ceux qui incarnent des séries, ont énormément de points communs et sont tous à ramer dans le même bateau, sur les mêmes galères, et pour essayer de faire des œuvres de qualité. Et que donc l'art sériel existe en tant que tel, même s'il est évidemment, comme au cinéma, multiple et qu'il y a des genres, des rythmes, des formats très très différents. Finalement, les acteurs de série, presque sans le savoir, font partie d'une même communauté, et je crois que n'importe quel acteur qui lira ce bouquin, comme n'importe quel scénariste qui ait créé une série, en sortira en se disant « Ah, finalement, je ne suis pas si seul ». Oui, c'est vrai que moi aussi, c'est quand j'ai lu votre ouvrage, hein, c'est ce qui m'a vraiment plu, qui m'a attiré. On avait déjà le cas, vous l'avez dit, avec votre premier ouvrage, j'ai créé une série où on plongeait dans les arcanes de la création. Mais là, on plonge dans les arcanes j'allais dire aussi, la création du jeu artistique, de comment est-ce que les acteurs, par exemple, se préparent à jouer une série. Ça, c'est très important parce qu'on a tout ce processus hanté, finalement, production de la série que vous mettez en avant. Et on voit finalement que ce processus-là, il est hyper important pour le devenir futur du rôle. Oui, de toute façon, c'est le cas aussi pour le scénariste, évidemment, hein, qui est dans l'ombre la majeure partie du temps. L'acteur a besoin d'arriver sur un tournage avec déjà toute une réflexion. Alors après, certains, comme John Doman, préfèrent être vraiment dans l'instant et euh, dans en gros, moins réfléchir possible. C'est sa doctrine. Ne pas se prendre la tête, ne pas trop réfléchir en amont, arriver, lire son texte, jouer son texte, point. La plupart d'entre eux sont quand même dans une recherche de connexion émotionnelle, d'intimité, de quelque chose qui est plus ou moins perso, notamment la fameuse backstory, qui est cette histoire qu'on se raconte sur son personnage pour lui donner plus de profondeur, pour lui inventer une identité qui n'est pas nécessairement écrite dans le scénario. Et donc ça, ils en parlent tous de façon assez intéressante. Mais en fait, et c'est moi ça aussi qui me fascine, le travail de l'acteur commence, le travail du scénariste commence parfois plusieurs années avant même qu'il écrive la première ligne. Le travail de l'acteur commence dès le moment où il se rend au casting, aux auditions, et comment il va finalement connecter émotionnellement avec la personne qui est en face de lui, surtout si c'est le créateur de la série, et comment ce travail d'incarnation va être long, va continuer évidemment pendant les saisons. Le fait que c'est une matière malléable, et c'est vraiment ça une spécificité sérielle. L'acteur de cinéma, alors sauf si vous faites, comme ils en parlent dans le bouquin, une Daniel Day-Lewis, c'est que vous disparaissez complètement derrière votre personnage, et plus dans un geste court, cherche une vibration, la trouve, l'incarne, repart. Là, ça va changer, le personnage va évoluer, l'acteur va changer, il va vivre, il va avoir des enfants, il va avoir des deuils. Il y a toute une part de vécu là-dedans qui est assez fascinante, qui est difficile à saisir, mais que j'essaye de saisir dans ce bouquin. Avec aussi cette spécificité, on voit bien, hein, surtout sur la série, vous l'avez dit, des séries qui sont long cours sur plusieurs saisons. Hein, vous l'avez dit, sur ce socle de Plus belle la vie, avec ce rythme de tournage quasi quotidien qui a duré quand même plus de 18 années. On voit bien les interactions aussi. Vous avez parlé bien sûr des scénaristes, mais on a aussi des interactions avec les autres acteurs, avec le réalisateur. Vous avez des chapitres spécifiques là-dessus. Et ça, cette idée de passer de l'autre côté de l'écran quelque part, moi j'ai trouvé que c'était un vrai plus de votre ouvrage. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai à dire de plus que ce que vous avez déjà dit. Ça m'importait en fait, mon but, c'est d'essayer d'aller de A à Z sans rien oublier. Évidemment, j'oublie des choses. Évidemment, tout n'est pas dit dans ces bouquins. Ce n'est pas non plus des sommes définitives. C'est qu'une histoire construite à partir de témoignages spécifiques. Donc, on pourra toujours trouver un acteur qui a une expérience complètement différente de celle-ci. Mais puisque la série est un travail au long cours, évidemment, il y a un moment où il va falloir devenir ami ou ennemi avec les gens qu'on fréquente au quotidien. C'est des collègues de bureau, finalement. Comme il est dit dans le bouquin, même si c'est ça qui est bien, ils ne sont pas tous d'accord sur tout. Sur un film, on peut tourner avec quelqu'un qu'on déteste. Sur une série, c'est plus compliqué, parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors, il y en a un qui répond, si en fait, moi, c'est pour ça que je suis payé, quoi.
c'est pour faire mon boulot. Et si je déteste le mec en face, bah, c'est pas bien, c'est pas cool, mais bon, après tout, c'est mon métier, quoi. La plupart d'entre eux sont quand même pour dire que même si l'image de la famille, de la troupe de théâtre, etc., est un peu artificielle et pas grand monde y croit vraiment, bah, il y a quand même un besoin d'entente, de partenariat, de discussion, et le réalisateur en fait partie, même si en série, il a cette spécificité d'être parfois que de passage, de faire un épisode et de repartir. Et du coup, là, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et dont on parle des acteurs, qui est comment je joue quand le type qui arrive en face de moi n'a jamais dirigé la série, et que moi, ça fait 3 ou 4 ans que je suis dans la peau de mon personnage. Est-ce que je lui demande de se taire parce qu'en fait, il n'y connaît rien et moi, je connais tout? Ou est-ce que quand même, j'essaie d'apprendre encore et encore? Comme si la série était une suite de remises en question qui débouchait sur une œuvre plurielle, complexe, évolutive, qui va vivre longtemps, justement parce qu'elle devra se réimaginer, se réinventer et se confronter à ses propres limites, parce qu'il y aura de nouvelles personnes qui viendront s'en mêler. Il y a vraiment un regard très introspectif, hein. Vous avez commencé à l'évoquer à l'instant dans votre ouvrage, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi ce chapitre que vous avez intitulé joliment Les yeux dans les yeux. Cette idée justement où vous avez interrogé, hein, ces différents acteurs sur comment ils regardaient finalement leur série, comment ils regardaient leur jeu là-dessus. Et ça c'est très intéressant parce qu'on voit véritablement là aussi notre facette, hein, peut-être qu'on a du mal à avoir cette idée de retour sur son travail. Ouais, sachant que je pense que là, pour le coup, c'est valable pour tous les comédiens, sauf évidemment les comédiens de théâtre, parce que si vous êtes sur scène, vous n'êtes pas dans la salle. Ces deux grandes familles, la famille de ceux qui n'ont jamais vu le moindre film ou la moindre série qu'ils ont tourné parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de se voir, ils n'ont pas envie de s'analyser. Et ceux qui s'analysent et qui se regardent, la deuxième famille est quand même un petit peu plus importante au pays des séries, parce qu'une série, comme j'ai dit, ça bouge. Et c'est assez intéressant pour la plupart de mes interlocuteurs dans ce deuxième bouquin, d'aller revoir des épisodes passés pour se demander ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait, ce qui est améliorable, et donc avoir une réflexion sur la durée, qui est une réflexion de modestie, hein. Je crois que peut-être que les showrunners peuvent être prétentieux, mais parce qu'ils ont une sorte de pouvoir sur l'histoire. C'est plutôt rare, même s'il y a quelques hommes tourmentés, comme disait Brett Martin dans son bouquin, qui, eux, avaient des égos démesurés, ce qui leur permettait de créer des œuvres d'une telle ampleur. La plupart des gens à qui j'ai parlé sont des gens d'une grande modestie et qui sont tout à fait capables de se remettre en question. Et donc, s'ils sont capables de se remettre en question, ils sont capables de se regarder et d'admettre que là, ils ont été bons, que là, ils ont été moins bons, qu'en fait, c'est pas là où ils pensaient avoir été bons qu'ils ont été bons, mais plutôt un jour où ils étaient crevés, où ils avaient l'impression d'avoir été nuls. Et donc, en soi, c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de séries qui sont assez chorales, et vous tournez vos scènes, mais vous n'avez pas forcément conscience de tout ce qui est tourné dans la série. Et c'est quand même pas mal de regarder la série et de se dire: ah, mais dis donc, en fait, ok, d'accord, je comprends bien ce qu'a tourné mon camarade là et que je connais à peine, et il a tourné ça, et ça éclaire ma propre histoire d'une lumière différente. Et en ça, ouais, ça paraît assez important pour un acteur de série de suivre sa propre série, même si ça peut être effectivement très désagréable. Moi qui fais très ponctuellement de la télévision dans le cercle, j'apprécie très modérément de voir ma propre tête et d'entendre ma propre voix, mais je vais quand même revoir l'émission pour essayer de me dire: tiens, peut-être que faudrait que je la joue plus détendue, ou que j'arrête de me plier vers l'avant, enfin peu importe, mais en tout cas, d'avoir un peu de recul critique sur soi-même. Et puis, les deux chapitres, là, si on peut dire, le 19, intitulé épisode 2, main dans la main, et surtout le 20 aussi, comment te dire adieu, cette relation au personnage, à la fois dans la durée, et puis ce chapitre 20, comment te dire adieu pour quitter son personnage. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit, et vous l'avez dit, hein, des acteurs sont à vie. Alors, c'est le cas aussi au cinéma, mais peut-être un peu moins parce que vous l'avez dit, la durée est beaucoup moins longue, mais des acteurs sont indéniablement associés à leur personnage, hein. Je pense notamment par exemple à l'acteur, hein, qui joue Tommy Shelby dans Peaky Blinders, qui le porte là-dessus, quelque chose de très important. On a du mal après à le voir ailleurs. Oui, alors il y a évidemment des acteurs qui se sortent plus ou moins bien de cette cage dorée, comme on dit en anglais.
euh, lequel Laurent Carré Plus belle la vie est assez fort, parce que voilà, à 18 ans dans la peau de ce personnage, il est légitimement inquiet de rebondir derrière. Maintenant, c'est pas nécessaire. En fait, il y a deux choses. Il y a ceux qui, aux yeux du public, vont être identifiés durablement. Chris Meloni, qui est dans le bouquin, qui est un acteur assez connu, populaire aux États-Unis, qui a joué pendant des années dans Law and Order, New York, unité spéciale, et qui d'ailleurs y est revenu récemment, enfin, dans un spin-off. Et les gens l'appellent Stabler dans la rue. Les gens l'appellent, voilà, et ça arrive souvent en série télé. D'ailleurs, ça donne lieu à des anecdotes amusantes dans le chapitre sur la relation avec le public, où, par exemple, Alice Belaïdi dit qu'il y a une meuf dans le métro qui n'arrêtait pas de lui dire « Mais si, je te connais, mais oui, tu bossais à Leroy Merlin, bien sûr, et tout. » Voilà. Il y a cette impression qu'en fait, on connaît cette personne-là, même si on ne sait plus exactement où on l'a vue. Et ensuite, il y a des acteurs qui ne sont pas du tout coincés dans des rôles, mais qui, en revanche, sont durablement hantés par un personnage eux-mêmes. Et c'est le cas de Jared Harris, qui est dans le livre, qui a joué notamment dans Tchernobyl et dans The Terror, dont il parle dans le livre, mais aussi dans Mad Men, et dont le personnage se suicide dans Mad Men, attention spoiler, et qui en fait a continué de venir sur le tournage régulièrement, même après sa mort, et qui a fini par réaliser un épisode de la dernière saison de Mad Men, ce qui, moi, symboliquement, me plaît énormément, parce qu'en fait, ça veut dire que ce type-là n'a jamais vraiment fait le deuil de son travail sur la série, et c'est assez émouvant de se rendre compte que, voilà, d'apprendre que telle équipe a toujours un fil WhatsApp de communication, alors que la série est finie depuis plusieurs années, et qu'on continue pendant le confinement dans l'équipe de Borgia, la série dans laquelle John Doman jouait le pape, Borgia de Tom Fontana, que des années après la fin de la série, pendant le confinement, parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils n'avaient pas l'occasion, ils se retrouvaient entre eux sur Internet et ils faisaient des exercices de lecture et d'interprétation de scènes marquantes de l'histoire du cinéma. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est des communautés au sein des séries aussi, des familles, quand on emploie les stéréotypes, qui ne veulent pas complètement perdre le contact et qui continuent à être passionnés, à être complètement pris par leur rôle, même quand il est terminé. Et puis, vous présentez, vous allez au bout de votre démarche, hein, ça aussi c'est intéressant, vous présentez les autres rôles de l'acteur. Il y a le chapitre sur la promotion, il y a aussi, vous avez commencé à l'évoquer à l'instant, ce chapitre important de relation finalement avec les fans. Et puis, vous traitez aussi quelque part sans phare cette idée, tiens, vous l'avez intitulé Show me the money, et l'argent dans tout ça, c'est-à-dire vous posez ces questions-là autour de l'argent des séries aussi, où on démythifie un certain nombre de choses. Oui, alors ça, c'est vraiment le chapitre qui, moi, me passionne le moins en tant que journaliste et en tant qu'auteur de ces bouquins, mais qui me semble être inévitable, qui est aussi dans le premier, de poser la question, puisque ça fait partie de la trajectoire. On ne va pas être complètement hypocrite. C'est aussi un métier. Et j'en parle dans ces livres comme d'un sacerdoce, comme d'une passion, mais c'est aussi un métier. Et donc, il y a un moment où poser la question tout simplement aux acteurs ou aux scénaristes de dire, bon, et au bout du compte, tout ça, ça rapporte de l'argent, oui ou non? Alors évidemment, c'est là que le bouton politiquement correct s'enclenche le plus souvent. Ils promettent qu'ils seraient prêts à tourner une série pour 2,50 € si elle était géniale, etc. Bon, voilà, c'est des postures qui sont sans doute vraies pour une bonne partie d'entre eux. Je pense que tous ceux qui ont accepté de me répondre sont sincères quand ils répondent ça, puisqu'ils ont pris plusieurs heures de leur temps pour répondre à un bouquin qui n'est pas traduit en anglais, qu'ils pourront sans doute jamais lire eux-mêmes. Donc, ça me paraît, en tout cas pour les étrangers, assez sincère comme démarche. Pour les Français aussi, parce qu'évidemment, 3 lignes dans Télé 7 jours fera toujours beaucoup plus de lecteurs que mes bouquins qui sont évidemment plus confidentiels. Il y a une vraie passion pour partager son expérience et allons-y et parlons d'argent. Ceci étant dit, on ne rentre jamais dans les détails, on ne parle pas de leur salaire précis, ce qu'on avait pu faire un peu avec les scénaristes, mais plutôt de leur approche, de à quel point l'argent compte pour eux, à quel point ils refuseraient un rôle si ce n'était pas assez bien payé, et les déséquilibres qu'il peut y avoir sur un tournage entre les stars et les autres, et d'un certain nombre de choses qui sont peut-être pas les plus passionnantes du bouquin, mais qui donnent lieu à une scène ou deux amusante. J'aime beaucoup l'approche de Bill Hader, qui pourtant ne doit pas être le plus pauvre d'entre eux, vu le succès qu'il a eu au fur et à mesure de sa carrière, notamment Saturday Night Live
dans un certain nombre de films de Judd Apatow, qui dit qu'il a une caisse toute pourrie et qu'à chaque fois qu'il va au restaurant, les voituriers lui disent: mais c'est quoi cette bagnole? Vous l'avez louée, la vôtre est à la casse. Enfin, voilà. Et alors que lui, il dit: non, non, en fait, juste ma caisse est moche et dégueulasse et je m'en fous, je suis très bien dedans, quoi. Beaucoup d'acteurs, notamment Liz Belaïdi dans ce bouquin, viennent de milieux populaires et ont un rapport à l'argent qui est au mieux très sain, en se disant: bah, en fait, voilà, je gagne bien ma vie, c'est top, je sais d'où je viens, et du coup, je dépense mon argent intelligemment et je ne me prends pas pour une star. Et pour certains d'entre eux, presque tabou, c'est-à-dire: bah ouais, mais en fait, Alice Belaïdi dit: je gagne en un mois ce que mon père gagnait en un an, voire en 10 ans. Son père était maçon, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a cette conscience d'ascension sociale et de starification qui peut être un peu embarrassante quand quand les gens vous arrêtent dans la rue, quand les gens sont persuadés que vous êtes richissime. Or, Lise Belaïdi, qui est quand même une actrice assez en vue en France, je pense, aujourd'hui, je le décris rapidement dans mon bouquin. J'ai fait tous mes entretiens chez elle. Elle ne vit pas dans un château, quoi. Elle vit dans un 2 pièces à Paris. Et on est parfois surpris de se dire: bah, en fait, les comédiens, il y a peut-être une poignée qui gagne extrêmement bien sa vie, mais la majorité d'entre eux, ils gagnent bien leur vie. On ne va pas les plaindre non plus, mais ils ne sont pas riches au sens où on l'entend. Ils ne sont pas millionnaires. Ils ne roulent pas dans des caisses en plaqué or et ils ne vivent pas dans des châteaux avec jacuzzi. Effectivement, c'est aussi important, vous l'avez dit, hein, ce chapitre-là, surtout, j'allais dire pour les lecteurs, on comprend bien pour vous, l'idée aussi, c'était de parler du métier, de parler de sa construction. Et pour terminer peut-être cet entretien que vous avez eu la gentillesse de nous accorder, Pierre, pour Histoire en série, moi j'ai beaucoup apprécié aussi, on n'en a pas parlé, on va peut-être en parler maintenant pour conclure, la préface de Thomas Lilti, hein, qui est là aussi le réalisateur et scénariste, notamment de Hippocrate. Vous commencez par Thomas Lilti et puis la postface, la conclusion, une très jolie d'ailleurs conclusion, hein, qui est comme de magnifiques phénix, hein, faite par Alix Poisson, qui est comédienne là aussi. Alors, comment vous avez construit ça? On a bien compris, moi, en tout cas, c'est ce que moi j'interprète, vous allez me dire si je me trompe, cette idée aussi de faire commencer Thomas Lilti là-dessus, qui est une sorte de trait d'union avec votre premier ouvrage sur les scénaristes, et puis on termine avec ce joli mot de comme des phénix d'Alix Poisson. C'était quoi votre idée en fait au départ? Alors, l'idée est toujours la même pour mes livres. L'introduction est écrite, donc la préface est écrite sans avoir lu le bouquin. C'est je demande à une personnalité qui n'est pas concernée directement. C'est-à-dire que le premier bouquin, c'était Caroline Proust, et qui est comédienne, donc, sur le bouquin sur les scénaristes. Et je lui dis: pour toi, parle-moi de la relation que tu as avec les scénaristes, l'importance des scénaristes de série pour toi, etc. Et c'était post-facé, le premier ouvrage, créé une série par Cathy Vernet, qui, elle, est réalisatrice et scénariste, et donc est concernée par le livre. Et donc l'a lu, et donc peut réagir en disant: ah, bah, c'est marrant, ça m'a fait penser que, ça m'a renvoyé à, etc. Même chose sur le deuxième tome. Je prends Thomas Lilti en introduction, en préface, parce que il n'est pas comédien. Et d'ailleurs, le hasard a fait que il y a Alice Belaïdi dans le livre qui est une de ces comédiennes, donc il y a un écho. Et de la même façon que Caroline Proust, qui est surtout connue pour Engrenage, il y avait Anne Landois, la créatrice d'Engrenage, dans le premier tome. Donc ça lui permet, lui, en fait, je lui demande juste d'écrire un essai. Je dis: voilà, pour toi, qu'est-ce qu'un comédien de série et quel est ton regard sur les comédiens de série? Et il écrit ce qu'il veut. J'ai demandé à Thomas Lilti, tout simplement parce que c'est un des meilleurs auteurs d'aujourd'hui en France, et que j'aime beaucoup Hippocrate, et que je sais qu'il sait écrire, puisqu'il a écrit un bouquin il n'y a pas si longtemps. Et donc, ça me rassure toujours de m'adresser à des gens dont je sais que leur plume sera à peu près correcte, parce que je n'ai pas à tout réécrire moi-même. Et pour ce qui est d'Alix Poisson, donc la postface est toujours écrite par quelqu'un qui aurait pu être dans le livre. Donc, c'est à la fois presque un regret pour moi de dire: bon, en fait, Alix Poisson, j'aurais bien aimé la mettre dans le bouquin, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, je lui propose de faire la postface. Je sais que c'est une fille intelligente, je sais qu'elle aura un propos intéressant. Et finalement, sa postface répond beaucoup à celle de Cathy Vernet, puisque l'idée de base, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'une comme l'autre se sont reconnues dans le bouquin. Et on dit finalement: bon, bah voilà, il y a ce geste-là, je sais, c'est le mien aussi. Même chez les acteurs qui n'ont rien à voir avec mon travail à moi, je m'y reconnais. Et en fait, pour moi, la postface,
c'est plus un geste intime de la part de ceux à qui je demande de lire le bouquin et de s'inscrire en accord ou en faux avec tout ce qu'elle a lu. Alors là où la préface, c'est plutôt un travail de prescription et d'introduction où je demande à quelqu'un de me dire « Ok, chauffe-moi un peu la salle, là, parle-moi de ce que moi je vais derrière raconter à ta façon, avec ton regard, et comme ça, on aura quelque chose d'assez complémentaire. » Merci beaucoup Pierre Langlais de nous avoir accordé cet entretien dans votre temps toujours très très occupé, vous l'avez dit, entre Télérama et puis aussi et surtout on peut vous voir sur le Cercle Série Canal+, une des rares émissions aujourd'hui sur les séries à la télévision, d'ailleurs qui sont aussi de plus en plus rares à la radio. Pardon, je vous interromps. On peut surtout me lire dans Télérama et occasionnellement, une fois par mois, me voir au Cercle. Mais le gros de mon travail est dans Télérama. Oui, c'est vrai, effectivement, et on le ressent en lisant votre ouvrage. On voit bien votre plume, d'ailleurs, qui est très intéressante aussi sur les critiques de séries. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Incarner une série. Donc, c'est témoignages croisés et confidences des interprètes de différentes séries. Je l'ai dit, plus de 70. C'est paru depuis le mois d'octobre 2022 aux éditions Armand Collin. Voilà, je pense, pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont fans de séries, peut-être une idée de cadeau à mettre sous le sapin pour ces fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strange reality.